Bien, je vous propose de commencer ce cours, cette leçon. Tout d'abord, bonjour. Je vous ai parlé depuis quelques semaines maintenant des barrières. On a parlé de barrières d'espèces, de barrières intestinales, de barrières urogénitales, de barrières cutanées. Là, on va s'attaquer aujourd'hui, en tout cas je vous propose de nous attaquer aujourd'hui à peut-être la plus noble de nos barrières, celle qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire en fait celle qui protège un sanctuaire qui est le cerveau, ou en tout cas le système nerveux central en général. Donc on imagine qu'un objet, une machine aussi complexe, aussi essentielle pour la vie et pour sa gestion que le cerveau a dû bénéficier de mécanismes de protection extrêmement sophistiqués grâce à l'évolution. Et comme d'habitude, ces barrières, telles qu'on les a vues dans d'autres circonstances, ont leurs forces, mais aussi leurs faiblesses. Et les micro-organismes, bien entendu, en particulier les micro-organismes pathogènes, ont su gérer ces faiblesses, en profiter pour éventuellement passer ces barrières. La logique d'ailleurs n'étant pas toujours très claire, car quel est l'intérêt pour un micro-organisme d'aller finir son périple, son trip, comme disent les jeunes maintenant, dans le système nerveux central, en particulier dans le cerveau, n'est pas nécessairement évident, parce que ce n'est pas franchement un site où on va se multiplier de façon très abondante, ce n'est pas un endroit duquel on peut s'échapper ensuite et aller se disperser dans l'environnement. Donc on a l'impression que peut-être pour certains nombres de micro-organismes, ce passage de la barrière hémato-encéphalique est peut-être plus un événement accidentel qui va amener les micro-organismes, en particulier des bactéries, dans un cul-de-sac. Mais tout ça, on pourra y revenir éventuellement sous forme de questions. Et je pense que Xavier Nassif, qui est un de nos grands spécialistes de cette pathologie infectieuse neuroméningée, vous donnera sûrement son avis personnel et des éléments encore plus précis. Donc je le présenterai, comme je le fais d'habitude, à l'intervalle entre la fin de ma présentation et son séminaire. Donc la barrière hémato-encéphalique, protection du dernier sanctuaire, j'y reviens, force et fragilité en présence des bactéries et des virus, pathogènes bien entendu. Alors rapidement, deux mots de la méningite, puisque ça va être un peu le thème, en tout cas en filigrane de tout ça, dans la mesure où, comme vous le savez, la plupart du temps, j'essaye d'orienter mes présentations plus vers l'explication des mécanismes que véritablement les aspects cliniques qui sont finalement relativement connus. Donc la méningite, par définition, est une inflammation aiguë des méninges, qui est la plupart du temps d'origine infectieuse. Il peut y avoir des méningites cancéreuses, des méningites au cours de maladies auto-immunes, mais pour l'essentiel, et c'est ce qui nous concerne ici, je vous parlerai de pathologies infectieuses. Alors, elles sont éventuellement associées, c'est logique, vous verrez sur le plan anatomique, vous en doutez déjà, compte tenu de la proximité de la méninge et du réseau vasculaire qui est intégré dans la méninge. Tout événement infectieux peut donner lieu, bien entendu, à une contamination par voie d'inflammation ou par voie de multiplication microbienne au niveau du tissu cérébral et donc donner lieu à des signes d'encéphalite. Donc on va parler éventuellement à ce moment-là de méningoencéphalite avec des signes neurologiques, bien entendu, qui sont en rapport avec les localisations. On reviendra sur tout ça. En fait, pour simplifier, il y a deux grandes catégories de méningites infectieuses. Les méningites bactériennes, qui sont heureusement les plus rares, car sont en fait les plus graves, et qu'elles représentent généralement des grandes urgences médicales, et puis les méningites virales qui sont assez fréquentes, le plus souvent bénignes, mais 3 points de suspension, on reviendra un petit peu là-dessus. Alors, la méningite, ce n'est pas une maladie au sens propre, c'est un syndrome en fait, c'est l'association de symptômes avec classiquement de la fièvre, des céphalées, des vomissements, une raideur de la nuque, qui est un des signes caractéristiques, et une photophobie. Et le geste finalement immédiat et la ponction lombaire, et c'est la ponction lombaire qui va, en règle générale, confirmer l'existence du méningite. Alors, difficilement, éventuellement, en tout cas, à l'œil nu, s'il s'agit de ce qu'on appelle une méningite à liquide clair, ce qui est généralement le cas lors des méningites virales, mais tout à fait évidente d'emblée s'il s'agit d'une méningite bactérienne, qu'on appelle encore méningite purulente, car on voit ce liquide trouble en eau de riz, qui est tout à fait caractéristique en fait, d'une suspension dans le liquide céphalorachidien de cellules inflammatoires en très très grand nombre et en particulier, comme vous le voyez ici sur leur noyau polylobé, d'une grande densité de polynucléaires neutrophiles. Donc ça, c'est vraiment la marque biologique
de l'infection méningée. Alors, les microbiologistes hospitaliers qui connaissent bien leur travail peuvent faire très très rapidement le diagnostic sans même procéder. Enfin, la culture sera faite de toute façon, mais on peut avoir un diagnostic très très rapide simplement par la coloration de grammes sur un frottis de liquide céphalorachidien après centrifugation, par exemple. Vous voyez ici. Parfois, il y en a très peu, un diplocoque à gramme négatif qui correspond à la présence en fait d'un méningocoque, et ça c'est tellement caractéristique qu'on aura tout de suite le diagnostic et qu'on pourra engager le traitement. Ici, vous avez quelques petits bacilles de très petite taille, mais qui parfois prennent un aspect relativement linéaire, qui est tout à fait caractéristique d'Haemophilus influenzae. Et là aussi, ça permet d'engager très très rapidement un traitement adapté. Et là, vous avez ces cocci ou diplocoques à gramme positif, souvent à l'extérieur en fait, des cellules inflammatoires, et on y reviendra parce que ces micro-organismes sont capsulés et ont du mal à être phagocytés par les cellules telles que les polynucléaires neutrophiles. D'ailleurs, c'est une partie essentielle de leur pathogénicité. Donc là, on est bien entendu en présence d'une méningite à pneumocoque. Donc on peut très très rapidement, sur un liquide purulent, et un gramme bien fait, savoir exactement où on se situe. Et bien sûr, tout ça sera confirmé par les cultures. Alors, les méningites bactériennes, c'est environ un cinquième, un quart des méningites en France. Elles sont bien entendu fatales en l'absence d'antibiothérapie. Je vous avais déjà insisté sur la gravité. Et elles peuvent être liées à un certain nombre de bactéries qui sont finalement les micro-organismes largement responsable des méningites. Alors on a bien entendu le plus connu, et c'est celui sur lequel Xavier Nassif vous parlera, qui est Neisseria meningitidis, le méningocoque. Il est responsable de méningite plutôt chez l'enfant et l'adolescent. En France, alors il y a plusieurs sérotypes qui sont en fait liés à des spécificités de sucre de la capsule. Il y a le sérotype A, B, C, W135, Y. En fait, en France, le sérotype prédominant est le sérotype B, comme je vous l'ai marqué ici, environ 60%. Je pense qu'on peut discuter éventuellement sur les chiffres, mais ça reste le sérotype prédominant, qui est un vrai problème parce que vous savez qu'il y a des vaccins actuellement disponibles contre la méningite. Le vaccin contre le méningo de sérotype C, qui était prévalent au Royaume-Uni, par exemple, a permis d'éradiquer la méningite à méningocoque, en tout cas celle liée au méningo C chez nos voisins. Malheureusement, le sérotype qui est prédominant en France, le sérotype B, pose problème dans la mesure où les sucres de la capsule sont riches en un sucre qui est l'acide N-acétylneuraminique, et ces sucres en fait croisent avec éventuellement certains antigènes ou motifs antigéniques du système nerveux, du cerveau. Donc on a la crainte que la mise en place d'un vaccin sur la base de cet antigène capsulaire du méningo B n'entraîne éventuellement des lésions immunologiques liées à une immunisation finalement contre des antigènes du soi. Donc il y a un vrai problème de vaccination contre les sérotypes B, et on est très en attente en France d'approches un peu innovantes. Et plusieurs industriels pharmaceutiques sont en train de mettre au point des vaccins qui peuvent finalement exclure la nécessité de l'antigène polysaccharidite capsulaire et s'adresser éventuellement à des protéines. Tout ça est en cours de développement. L'autre micro-organisme qui est ou était plutôt extrêmement fréquent, et en particulier donc chez le nourrisson très très jeune, entre 1 et 6 mois, c'est l'Haemophilus influenzae. Là, c'est un des grands succès récents de la médecine et de la vaccination, grâce à la mise au point de ce qu'on appelle le vaccin conjugué. On en a déjà parlé dans d'autres circonstances, c'est-à-dire le sucre capsulaire associé à une protéine porteuse protéique, soit le toxoïde diphtérique ou tétanique. La maladie peut être totalement, virtuellement éradiquée de la population des nourrissons, avec un double effet de protection individuelle, mais aussi un effet complètement inattendu de protection collective, car le vaccin non seulement prévient la méningite elle-même, mais prévient aussi le portage dans les voies respiratoires, puisque ces micro-organismes comme Neisseria meningitidis, comme Haemophilus influenzae, comme Streptococcus pneumoniae sont en fait des commensaux de l'appareil respiratoire supérieur qui, dans des circonstances qui sont encore très très mal définies, on y reviendra,
dans 15 jours, quand je vous ferai la présentation sur les maladies respiratoires, acquièrent la capacité de disséminer dans l'organisme et éventuellement, dans le cas présent, d'aller ensemencer le système nerveux central. Donc Haemophilus influenzae, grâce à ce vaccin, qui est utilisé maintenant en routine, heureusement, a disparu en fait, quasiment de la population pédiatrique, en tout cas dans les pays qui l'utilisent, et donc en particulier en Europe et en Amérique du Nord. Streptococcus pneumoniae, le pneumocoque, les nourrissons, en particulier éventuellement à la suite d'une otite, mais là aussi le passage de la barrière hémato-encéphalique est un problème majeur, ou à l'autre pôle de la vie qui est chez les personnes âgées, avec des sérotypes particuliers. Il y a 80-90 sérotypes de Streptococcus pneumoniae, c'est un monde en soi-même. Et néanmoins, un certain nombre de sérotypes qui sont dits invasifs, c'est-à-dire qui ont plus volontiers la capacité de donner lieu, à partir d'un foyer respiratoire, à une septicémie, éventuellement une méningite. En particulier, les petits chiffres, 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite, sont particulièrement en cause. Mais c'est aussi un micro-organisme qu'on peut trouver comme responsable de méningite à l'occasion d'épisodes brutaux en fait, de rupture de la barrière hémato-encéphalique, puisqu'on peut les retrouver à la suite de traumatismes crâniens lorsqu'il y a eu véritablement une brèche à travers les méninges. Et là, ça peut représenter une porte d'entrée, soit très rapidement après l'accident, soit plus tardivement, car ces brèches ont beaucoup de mal. Les méninges, en fait, sont un tissu très fibreux, très complexe, qui a du mal à se réparer, à se cicatriser, et donc on peut, des semaines ou des mois après un traumatisme crânien qui a donné lieu à une brèche, avoir une méningite à pneumocoque. Alors, en dehors de ces trois grands classiques, il y a bien sûr Mycobacterium tuberculosis, le BK, qui avait quasiment disparu de nos régions grâce à l'utilisation systématique du BCG, qui tend à revenir à l'heure actuelle, en particulier à partir de personnes émigrées, surtout de zones, en particulier en Afrique, où la tuberculose est endémique à un niveau supérieur à ce qu'elle est ici. Et puis on verra, c'est aussi un élément qu'on avait discuté il y a 2 ans dans une de mes présentations, cette décision effectivement de n'utiliser le BCG maintenant que dans des circonstances de situation à risque, qui risquent quand même de faciliter le retour. On a beaucoup discuté l'efficacité du BCG dans la tuberculose, dans la prévention de la tuberculose pulmonaire, en particulier chez l'adulte, et je crois qu'effectivement, il y a beaucoup, en fonction des régions, en particulier du monde, d'insuffisance de ce vaccin. Mais s'il a réalisé une chose, et éventuellement Xavier nous dira ce qu'il en pense, ça a été vraiment de permettre de prévenir la méningite tuberculose, qui était un drame pédiatrique absolument épouvantable. Alors, on a au sein de ce monde global des méningites des situations cliniques un petit peu plus particulières et qui sont marquées d'ailleurs par des micro-organismes étiologiques un peu particuliers. C'est en particulier le problème de la méningite du nouveau-né, qui est là aussi, bien entendu, un drame épouvantable lorsque ça survient, qui sont liés à des micro-organismes différents de ceux qu'on a listés au-dessus, en particulier Streptococcus agalactiae, ce qu'on appelle le streptocoque B, on y reviendra, je vous montrerai un exemple. Escherichia coli K1, une variété d'Escherichia coli encapsulée, et puis bien sûr Listeria monocytogenes. On a parlé, vous avez eu le cours de Marc Lecuy sur l'hystéria, vous avez eu le cours ou le séminaire plutôt de François Forestier sur le placenta, donc Listeria monocytogenes est, pour ce qui concerne le nouveau-né, en fait un micro-organisme qui a ensemencé le fœtus avant la naissance, à travers la barrière placentaire et qui donne lieu à cette espèce de maladie granulomateuse globale au sein de laquelle, bien entendu, existe une atteinte méningo-encéphalitique très très grave. Alors certaines de ces méningites causent essentiellement, disons, un syndrome méningé tel que je l'ai défini, mais un certain nombre de micro-organismes ont tendance à aller, je dirais, un petit peu plus loin dans la symptomatologie et malgré que ce soit des bactéries, à véritablement donner des syndromes ou des atteintes encéphaliques et donc des symptômes encéphalitiques notables. C'est le cas de l'Listeria monocytogenes qui non seulement donne lieu à un syndrome méningé lorsqu'on la trouve chez l'adulte, en particulier
chez la femme enceinte, chez les individus immunodéprimés, chez les personnes âgées, s'associe généralement à la méningite des signes focaux neurologiques parce que la bactérie peut se développer, en particulier dans le tronc cérébral. Et puis Streptococcus pneumoniae, qui de fait de son pouvoir pro-inflammatoire majeur, s'accompagne très très souvent, au-delà de la méningite, de lésions cérébrales, mais on en redira un mot. Et puis il y a bien entendu toute une liste de micro-organismes, la syphilis, les leptospires, les borrelia, les entérobactéries, des actes chirurgicaux qui peuvent donner lieu à un ensemencement par staphylocoque, mais je resterai sur les micro-organismes les principaux et les plus classiques. Alors, pour ne pas trop avoir à y revenir, encore qu'on en reparlera un petit peu plus spécifiquement pour le pneumocoque, un trait, j'ai mis entre parenthèses, quasi commun aux bactéries responsables de méningite, c'est la production de polysaccharides capsulaires. Donc, à l'exception pour les grands micro-organismes responsables de méningite, de Mycobacterium tuberculosis et de Listeria monocytogenes, qui sont en fait des parasites intracellulaires des monocytes, des macrophages, et probablement circulent essentiellement en tant que parasites de ces cellules, ce qui fait qu'il n'est pas très clair de savoir si le passage de la barrière hémato-encéphalique, sur laquelle on reviendra, est le fait de micro-organismes individuels ou le fait de cellules infectées par ces micro-organismes qui ont plus facilement la capacité d'adhérer, en particulier à l'endothélium des capillaires cérébraux, et à traverser. Donc avec ces exceptions pour lesquelles, encore une fois, la pathophysiologie n'est pas si claire que ça, ceux que j'ai cités, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Escherichia colica 1, Streptococcus agalactiae sont tous des micro-organismes encapsulés, avec parfois une capsule polyosidique extrêmement dense et extrêmement volumineuse. Vous voyez ici ce diplocoque gram+, qui correspond à Streptococcus pneumoniae, au pneumocoque, et vous voyez tous finalement le colorant qui est exclu à la périphérie de ce micro-organisme sur une épaisseur très importante. Tout ça, en fait, vous matérialise la présence de la capsule polyosidique. Donc il y a un vrai, et encore, la fixation souvent fait s'affaisser un petit peu, peut-être la capsule est encore plus large qu'il n'y paraît. Donc, ce que voit l'organisme, et en particulier les cellules du système immunitaire, et en particulier les polynucléaires neutrophiles circulants lorsqu'ils sont confrontés à l'irruption de ce micro-organisme, ce n'est pas tellement, je dirais, la surface bactérienne telle qu'on la connaît habituellement, c'est cette masse de sucre chargée négativement et qui en fait glisse à la surface de ces cellules et empêche qu'elles soient efficacement phagocytées. Donc ça, encore une fois, peut-être on pourra en reparler à l'occasion du séminaire, ça ne semble pas être un facteur essentiel à l'interaction entre le micro-organisme et la barrière hémato-encéphalique et à la facilitation du passage. Ça semble être plus un mécanisme qui permet finalement à ces microbes, lorsqu'ils sont dans l'organisme, de se développer de façon massive, y compris dans le sang, et d'atteindre des concentrations tout à fait spectaculaires. Je pense qu'avec Neisseria meningitidis, avec Haemophilus influenzae, avec le pneumocoque aussi, d'ailleurs, on peut atteindre des concentrations de l'ordre de 10 puissance 6, 1 million de micro-organismes par millilitre, ce qui veut dire qu'on a cette masse de microbes qui circulent à un moment donné, et il n'est pas très étonnant que statistiquement, certains puissent franchir éventuellement des barrières aussi forte et structurée soit-elle que la barrière hémato-encéphalique. Donc il y a un vrai problème lié à la capsule qui est une force pour le micro-organisme, une faiblesse pour l'autre, bien entendu, mais qui est aussi, et je l'ai déjà un peu mentionné, une force pour nous en termes de prévention, parce que la plupart des vaccins qui sont actuellement développés, je vous ai mis un petit peu un caveat sur le méningo B, mais pour les autres, il n'y a pas véritablement de problème. La plupart des vaccins qui sont développés contre le méningocoque, contre Haemophilus influenzae, contre Streptococcus pneumoniae, consistent en ces vaccins capsulaires, polyosidiques, couplés à un toxoïde protéique qu'on appelle protéine porteuse ou carrier, qui va permettre, ces sucres sont mal reconnus par le système immunitaire, en particulier par l'immunité cellulaire, donc le fait d'être couplé à une protéine fait qu'on va engager leur reconnaissance, permettre leur présentation et aboutir à la production d'anticorps qui vont eux-mêmes faire ce qu'on appelle l'opsonisation, c'est-à-dire se fixer sur la capsule et fournir des récepteurs sur lesquels les polynucléaires neutrophiles vont pouvoir se fixer. C'est la base du fonctionnement de ces vaccins. Donc cette capsule, elle est une force,
pour le micro-organisme. Elle lui permet de se développer considérablement pour atteindre des concentrations massives dans la circulation. Elle est éventuellement une faiblesse vue sous l'angle du développement vaccinal et c'est tant mieux pour nous. Donc voilà en gros un des éléments un peu qui passe à travers l'ensemble de ces micro-organismes. Alors, il y a bien entendu une variabilité très très importante dans l'incidence et dans la prévalence des méningites au niveau de la planète. Vous avez ici la finalement prévalence de la méningite à méningocoque, ce qu'on appelle classiquement la méningite cérébrospinale. Et ce que vous voyez, c'est que, bien entendu, comme d'habitude, malheureusement pour les maladies infectieuses, il y a une inégalité majeure entre certaines régions du globe et d'autres. Et vous voyez surtout ici en rouge, qui signifie bien entendu la plus forte prévalence, ce qu'on appelle, ou ce qui a été appelé en fait par Lapessoni, qui était un médecin militaire français qui a travaillé, qui a fait l'essentiel de sa carrière en Afrique, d'ailleurs d'abord sur le trypanosome et ensuite sur la méningite. C'est lui qui, d'ailleurs, en Amérique du Sud, ça a été une de ses escapades avec Charles Mérieux dans les années 60, mis en place cette campagne de vaccination massive contre le méningocoque de type A qui a permis d'éradiquer une épidémie absolument dramatique de méningite qui se développait au Brésil. Donc Lapessoni est venu avec ce terme qui est resté, qu'il appelait la ceinture de la méningite, qui est en fait cette bande entre deux latitudes en Afrique qui correspond à l'Afrique subsaharienne, au Sahel, qui va en fait du Sénégal et de la Gambie, ici en fait l'Éthiopie, et qui représente une zone où, de façon endémique et avec des poussées épidémiques massives tous les 10 ou 12 ans, on voit des masses de survenue de méningite à méningocoque. L'épidémie de 96-97, par exemple, a fait à peu près 250 000 cas, ce qui sont des chiffres absolument inimaginables par rapport à l'incidence habituelle des méningites, avec 25 000 décès. Et donc, de façon très, très régulière, presque cyclique, on voit survenir ces événements avec des explications qui sont pas si claires que ça. Il y a des explications pour être conditions médicales, le cycle étant lié au fait que la population éventuellement s'immunise, parce qu'encore une fois, ces micro-organismes sont portés au niveau de la muqueuse, donc éventuellement induisent un certain état d'immunité, même si les personnes ne développent pas la maladie. Des conditions démographiques, les mouvements de population, les pèlerinages, les marchés, les conditions socio-économiques, puis les conditions climatiques. On en reparlera pour les infections pulmonaires en particulier. De plus en plus, la notion émerge de cofacteurs. Alors pour la méningite, les vents chauds, les vents de sable, tout ce qui éventuellement va irriter la muqueuse peut être peut-être le facteur déclenchant qui va permettre à ce micro-organisme de passer de l'état de colonisateur en fait, de la surface de la muqueuse respiratoire à l'état d'envahisseur du torrent circulatoire et bien entendu éventuellement des méninges. Donc on a encore une fois là quelque chose qui correspond probablement à des facteurs extrêmement complexes. Alors à côté des méningites bactériennes, on a les méningites virales qui sont les plus fréquentes, environ 80% des cas, et dont les formes graves correspondent en fait généralement à des méningoencéphalites, c'est-à-dire outre l'inflammation des méninges, on a une infection et des lésions inflammatoires aiguës de l'encéphale. Alors ce sont ce que je vous ai appelé dans une des premières diapositives, ces méningites à liquide clair. La plupart de ces méningites ont un liquide clair dans la mesure où il y a très très peu de cellules inflammatoires, quelques lymphocytes, quelques monocytes. La porte d'entrée du virus, on va revenir quand on va essayer de dresser un peu le tableau de ce que représente finalement ce terme global de barrière hémato-encéphalique. Avec les virus, c'est compliqué. Parce qu'une grosse partie, ou pour dire l'essentiel de ce qu'on va appeler la barrière hémato-encéphalique est inscrit dans le terme. C'est-à-dire une barrière entre le sang, c'est-à-dire entre les vaisseaux, et en particulier, bien sûr, les vaisseaux qui sont présents à la surface du cerveau, inclus dans l'apimère, qui est un des éléments de la méninge. Donc, un certain nombre de virus vont disséminer de façon hématogène, exactement comme on vient de mentionner pour les bactéries, et vont être amenés
par voie hématogène à traverser la barrière hémato-encéphalique. Et c'est le cas, par exemple, d'une des étiologies les plus fréquentes de méningite, surtout l'été, en particulier dans ces périodes où il y a des infections avec des virus entériques. Le virus Coxsackie A donne lieu le plus souvent à un épisode tout à fait bénin suite à une infection intestinale. Il y a un cycle primaire où le virus se développe, il y a une virémie, un passage de la barrière hémato-encéphalique, une méningite très transitoire et tout rentre dans l'ordre après quelques inquiétudes. Par contre, on a d'autres situations qui sont beaucoup plus dramatiques, comme par exemple le virus herpès de type 1, le HSV1, qui va lui donner lieu, rarement heureusement, mais tout de même, à ce qu'on appelle des méningoencéphalites nécrosantes, c'est-à-dire véritablement être capable de se développer dans le tissu cérébral et d'y causer des lésions qui sont d'ailleurs une extrême urgence diagnostique et thérapeutique. Alors, je vous ai montré là le virus avec ses glycoprotéines de surface. Contrairement au virus Coxsackie, qui est un virus à ARN double brin, les herpès virus sont des virus à ADN. Mais la grosse différence, en tout cas telle qu'on voit la physiopathologie de ces infections virales, et c'est un autre paradigme, il n'y a pas véritablement de problème de passage de la barrière hémato-encéphalique dans la mesure où la barrière hémato-encéphalique est court-circuitée, parce que ces virus, très probablement, suivent une voie neurogène. Alors, vous savez que le virus herpès, la primo-infection, généralement, se trouve au niveau de la cavité buccale. Et très rapidement, dans les jours qui suivent la résolution de cet épisode primaire d'infection, un certain nombre de ganglions nerveux, pas ganglions lymphatiques, comme le ganglion de Gasser ici, qui est le relais important dans les voies de sensibilité qui sont issues du nerf trijumeau qui, en fait, innerve toute la région, la moitié inférieure de la face. Donc le virus va aller se cacher dans ce ganglion nerveux, dans ce ganglion de Gasser, et soit très rapidement, dans la foulée quasiment de l'épisode primaire qu'on appelle la primo-infection à HSV1, soit ultérieurement, à l'occasion d'une poussée évolutive, ce virus va continuer son parcours rétrograde au niveau nerveux et aboutir dans le système nerveux central. Donc là, on n'a pas véritablement de barrière vasculaire à passer, tout se fait par colonisation neurogène. Et le résultat est, ce que je vous disais, quelque chose de tout à fait dramatique. Vous avez ici une image d'IRM, imagerie par résonance magnétique, qui montre, vous voyez cet œdème ici ou là, ou dans cette région, qui sont des régions assez caractéristiques de l'atteinte, qui sont liées en fait au processus neurogène, très souvent au niveau des régions temporales du cerveau. Et donc le virus va se développer dans le parenchyme cérébral à partir de cette voie neurogène, encore une fois, qui court-circuite les systèmes classiques et va donner lieu à une nécrose tissulaire intense et donc place sur le versant clinique, bien entendu, à une urgence médicale dans la mesure où il faut très très rapidement prévenir la poursuite de cette infection si on veut éviter des dégâts cérébraux importants. C'est un des autres grands progrès de la médecine, l'arrivée il y a une vingtaine d'années de la cycloguanosine, de ce qu'on appelle la cyclovir, a permis de très rapidement prendre en charge, sous réserve que le diagnostic soit fait très vite par PCR sur le liquide céphalorachidien, ces méningoencéphalites à herpès virus. Alors, juste pour mentionner, parce que vous savez que j'aime bien de temps en temps faire des digressions, même si ça prend un petit peu de temps, mentionner tout de même que, et vous en aurez un exemple avec le séminaire de Xavier Nassif, mais que un certain nombre de groupes français sont très très en pointe dans l'étude de ces maladies infectieuses, comme dans d'autres d'ailleurs. Et cette diapositive simplement mentionne quelque chose qui, je réfléchis pour les cours de l'année prochaine à éventuellement centrer un petit peu sur ça, c'est-à-dire sur les bases génétiques de la susceptibilité ou de la sensibilité aux maladies infectieuses. C'est-à-dire que quand vous avez quelque chose qui est aussi bénin qu'une infection à herpès simplex 1, bon, c'est vrai que ce n'est pas très agréable, ça cuit un petit peu sur la lèvre de temps à autre, mais on ne peut pas dire que ça soit quelque chose qu'on puisse considérer comme dramatique.
quand chez 99,9% des individus c'est ça, et que chez 0,01% des individus c'est ce qu'on a vu sur l'IRM précédente, il y a quelque chose qui ne doit pas coller. Ce n'est pas le virus lui-même, parce que ces virus sont quasiment tous les mêmes. C'est donc l'hôte. Et sur cette base-là, l'équipe de Necker, en particulier de Jean-Laurent Casanova, au fil des années, a traqué finalement des gènes de susceptibilité en partant finalement de populations très bien étudiées, au sein desquelles émergeait, à un moment ou à un autre, une infection gravissime de cette nature. Et ils ont pu, ça a été publié dans Science en 2007, montrer qu'il y avait effectivement chez les individus sensibles à la méningoencéphalite à herpès virus 1 une mutation en fait dans un allèle. On a déjà parlé des toll-like récepteurs, du toll-like récepteur 3, qui est un de ceux qui est capable de reconnaître les acides nucléiques de nature virale, et que cette mutation en fait donnait un allèle qui avait un effet dominant négatif sur l'allèle sain, donc ça arrive chez des sujets hétérozygotes. Et en fait, cette mutation dans TLR3, comme plus récemment, et c'est la deuxième référence bibliographique ici, dans un des éléments de la cascade en fait, qui mène de l'activation en reconnaissance de l'infection virale à la mise en place de l'expression en particulier des interférons de type 1 qui sont les éléments de la défense cellulaire les plus efficaces. Donc soit mutation ici, soit mutation là, ces individus en fait sont incapables en présence d'une infection HSV1 de produire au moment voulu la quantité nécessaire d'interférons de type 1 et sont donc dans une situation d'extrême susceptibilité à ces maladies. Donc on voit peu à peu se dessiner un espèce de profil de compréhension de la gravité et finalement de l'inégalité de certains individus devant des agents infectieux. Mais je ne rentre pas trop finalement dans les détails de tout ça car, encore une fois, par rapport au thème de la leçon qui est la barrière hémato-encéphalique, on est là dans des conditions un petit peu différentes, mais je voulais quand même vous en parler. Alors, pour revenir un petit peu à l'anatomie et à la physiologie ou à la fonction de cette méninge, la méninge, encore une fois, on va le voir, ce n'est pas du tout uniquement une barrière, c'est quelque chose de très sophistiqué et de très, très évolué. Donc vous avez finalement, comme je l'ai montré ici, une espèce de tunique finalement qui protège l'ensemble du système nerveux central, qu'il s'agisse de l'encéphale et du cervelet ou bien entendu de la moelle épinière. Sur l'essentiel, sinon pour l'essentiel, le tissu cérébral est protégé et n'est pas finalement en contact avec les tables osseuses du cerveau ou des vertèbres. Donc on a trois tuniques, couches, si l'on peut dire. Vous avez ici la voûte crânienne. On a la plus épaisse et la plus dure, d'où son nom qui est la dure-mère. On a très proche, collé finalement, s'insinuant dans les sillons du cerveau et en particulier du cortex, ce qu'on appelle la pimère, qui contient d'ailleurs les vaisseaux qui vont être le substratum de cette barrière hémato-encéphalique. Et puis entre les deux, quelque chose qu'on appelle une membrane, parce que c'est une membrane, mais qui en fait est très efflorescente et très complexe. On l'appelle l'arachnoïde, c'est comme des pattes d'araignée, mais ça représente une troisième membrane qui d'ailleurs est, sur le plan du développement, issue de la pimère. Donc vous voyez ici une coupe en IRM du cerveau. La pimère, en fait, la surface du cortex cérébral est matérialisée en rouge. Et vous voyez ici la dure-mère qui est un petit peu séparée parce que là, on a le sinus cérébral. Donc vous avez la dure-mère ici, l'espace qu'on appelle sous-arachnoïdien et la pimère. Donc voilà un peu l'emballage, si je puis dire, du système nerveux. Alors, donc, comme je l'ai dit, le cerveau n'est pas en contact direct avec les os du crâne et les méninges en fait, sont interposés entre l'os et le tissu nerveux et on a donc ces trois éléments que j'ai déjà mentionnés et je pense que je ne vais pas y revenir. Donc, pour rentrer dans une anatomie un petit peu plus fonctionnelle, un petit peu plus descriptive, vous avez ici le cuir chevelu, bien entendu, la table osseuse du crâne. Et vous avez très vite donc, cette dure-mère
avec ces deux couches, une couche qu'on appelle la couche périostée et une couche qu'on appelle la couche méningée, qui est un petit peu moins dense et un petit peu moins rigide. On a bien entendu ce qu'on appelle l'espace sous-dural, l'arachnoïde, et les espaces sous-arachnoïdiens, et l'apimère dont je vous ai parlé, qui comporte ce réseau vasculaire, et en particulier ce réseau artériolaire et capillaire qui s'organise ou qui va représenter la... Ce serait sympa de lui donner un tout petit coup de coude quand même, s'il vous plaît. Mais gentiment. Merci. Voilà. Alors, la méningite, en fait, se développe sur cette structure. Et vous voyez ici, c'est pas très joli, bien entendu, mais c'est la réalité des choses, l'apimère blanchâtre parce qu'inflammatoire et ce réseau vasculaire très très riche qui est en fait inséré dans cette séreuse. Alors, juste un petit mot d'historique, parce que j'aime bien les histoires et l'histoire. Je pense que Xavier sait ça très très bien. Que, finalement, d'où est né ce concept de barrière hémato-encéphalique? Une fois de plus, on va parler très très rapidement de Paul Ehrlich, on a déjà eu l'occasion de le mentionner. Au tout début du XXe siècle, Ehrlich, qui vous savez a fait beaucoup sa carrière, il a vraiment commencé sa carrière en Allemagne, à Berlin en particulier, avec Robert Koch sur les colorants. Son truc, si je puis dire, c'était de colorer les tissus, les pièces histopathologiques et de trouver des nouveaux colorants qui seraient éventuellement plus ou moins spécifiques de certains états pathologiques. L'aniline en particulier était l'un d'entre eux. Il a aussi quasiment mis en place, enfin il n'a pas quasiment, il a mis en place les bases de la coloration qui ensuite s'est appelée la coloration de Ziehl-Neelsen, qui est la coloration spécifique du bacille tuberculeux. Donc Ehrlich, c'était un homme qui a été extrêmement créatif pour cette partie-là des choses, mais il a été aussi très créatif au niveau de la thérapeutique, puisque ce qui lui a valu le prix Nobel en 1908, c'est la découverte du salvarsan, qui était un sel d'arsenic qui a permis de traiter la syphilis. Donc Ehrlich s'intéressait à tous ces colorants et voulait comprendre finalement pourquoi certains colorants se fixaient sur certains tissus et pas sur d'autres. Et ce qu'il avait fait, c'était de prendre des animaux, souris, rats, lapins, tout ce que vous voulez, de leur injecter des colorants, l'aniline par exemple, par voie veineuse, et il s'apercevait que en fait, ces colorants ne se fixaient pas au tissu cérébral, n'allaient pas se colorer le cerveau. Et sa conclusion simple que tout le monde aurait fait, c'était que la nature extrêmement lipidique, la présence de beaucoup de lipides dans le cerveau, en fait, excluait la fixation de ces composants. Et il a fallu un de ses élèves, Edwin Goldman, quelques années plus tard, a repris les manips du maître, si je puis dire, et il a fait la manip inverse. Il a injecté ce colorant dans les espaces sous-arachnoïdiens, c'est-à-dire en fait dans le liquide céphalorachidien, et il s'est aperçu que le cerveau n'avait aucun problème pour fixer ces colorants. Par contre, il ne retrouvait pas le colorant dans la circulation. Ce qui veut dire que, dans un sens comme dans l'autre, lorsqu'on injecte le produit, il est arrêté quelque part par une barrière, et c'est en fait Lina Stern, une chercheuse, je pense, lettonne, qui travaillait à l'université de Genève, qui, dans les années 20, a vraiment fait émerger la notion de physiologie de ce qu'on appelle maintenant la barrière hémato-méningée, et qui s'appelle dans la littérature anglo-saxonne de nom de 3Bs, qui veut dire blood-brain barrier, c'est-à-dire la barrière entre le sang et le cerveau. Donc c'est, je trouve, une assez jolie histoire de médecine expérimentale du début du XXe siècle sur un sujet qui va devenir d'une très très grande importance. Alors toute cette physiopathologie des années 1900 est revisitée à l'heure actuelle, bien entendu, en termes de physiologie et de cytologie ou de biologie cellulaire, avec les outils dont on dispose. Alors certains auteurs ont pu, par exemple, en fait, faire des moulages de la circulation cérébrale, de dissoudre le tissu et de venir finalement avec cet amas très organisé de vaisseaux qui correspond à dont on va parler, la barrière hémato-encéphalique. Et puis, je vous ai déjà parlé de la microscopie à 2 photons qui permet d'acquérir en temps réel
à un certain degré de profondeur, de l'ordre de 100 à 200 microns, mais pour la vascularisation du cerveau, ce n'est pas très, très difficile. Ce que font les gens, ce qu'avait mis au point Ulrich von Adrien à Harvard il y a quelques années, et qui est repris, d'ailleurs je vous montrerai une expérience de Guillaume Duménil très, très rapidement, c'est de faire une petite fenêtre avec un quartz dans l'os du crâne d'une souris ou d'un rat, et d'aller observer avec ce microscope à 2 photons et de voir finalement en temps réel, sous réserve d'avoir des marqueurs qui vont colorer spécifiquement le vaisseau, par exemple un anticorps anti-von Willebrand, ou un marqueur qui va matérialiser le flux sanguin à l'intérieur de ce vaisseau, comme par exemple du dextran d'un certain poids moléculaire ayant ou étant lié convalentement à de l'eurodamine, et vous arrivez très bien dans ces conditions à montrer la réalité de cette vascularisation cérébrale et à montrer, en jouant avec le poids moléculaire des substances qu'on fait passer par voie sanguine et qui aboutissent bien entendu à ce niveau-là, que la barrière est extrêmement imperméable à ces composés, même de très petits poids moléculaires. Donc, on peut rentrer dans une espèce de descriptif un petit peu plus avancé de tout ça. C'est-à-dire que la barrière hémato-encéphalique ou sans cerveau, ce que j'ai appelé souvent dans mes diapositives, vous le verrez, BHE, donc sépare ces vaisseaux sanguins présents dans la méninge, dans l'apimère, de l'espace extracellulaire du tissu nerveux, donc de là où est dans les espaces sous-arachnoïdiens le liquide céphalorachidien, mais aussi bien entendu du cerveau, du parenchyme cérébral qui est juste en dessous. Donc ces cellules endothéliales des capillaires cérébraux, je vous montrerai une ou 2 images, elles diffèrent considérablement des autres cellules qui forment les capillaires sanguins dans l'organisme, dans la mesure où elles ne sont pas fenestrées, elles sont extrêmement intimement liées les unes aux autres par une structure intercellulaire dont j'ai déjà parlé en d'autres circonstances et sur laquelle on reviendra aussi, qui sont ce qu'on appelle les jonctions cellulaires ou les jonctions serrées. Et cette barrière hémato-encéphalique, elle se constitue assez précocement au cours du développement embryonnaire, mais toutes les parties du cerveau, c'est là qu'est la beauté du système, ne sont pas nécessairement protégées par cette barrière. Par exemple, elle est absente au niveau de l'hypophyse postérieure, parce qu'il y a des échanges qui doivent se faire avec l'extérieur du cerveau, la diffusion de certains neuromédiateurs qui ne pourraient pas finalement s'effectuer s'il y avait cette barrière hémato-encéphalique entre les deux. Et dans ces régions-là, on a un épithélium particulier qu'on appelle l'épendyme qui finalement remplace de manière un petit peu plus perméable cette barrière hémato-encéphalique. Donc, un système extrêmement complexe dont les micro-organismes pathogènes vont avoir à chercher un certain nombre de failles. Alors, cette imperméabilité, c'est une réalité qui porte non seulement sur, comme je l'ai dit un peu, les grosses molécules qu'on peut introduire expérimentalement comme le dextran, mais le passage du glucose, par exemple, qui est le substrat énergétique fondamental de la cellule nerveuse, est très sélectif. Seul le déglucose, par exemple, qui est nécessaire au métabolisme cérébral, passe. D'autres, un énantiomère ne passera pas. Donc il y a une vraie sélectivité. Ce n'est pas du tout de la diffusion passive. Et c'est essentiel. Je ne sais pas si, est-ce que vous savez, à l'état de repos tel que vous êtes là, mais vous réfléchissez très fort, donc vous devez consommer. Est-ce que vous savez quel est le pourcentage du glucose qui est consommé par votre organisme, qui est en fait consommé par le cerveau? Oui, j'ai entendu la bonne réponse. Non, 30%, 35%. Si vous pensez très fort, peut-être vous montez un peu plus haut, mais c'est déjà considérable. Hein. Rien que, alors je ne sais pas, ça ne permet pas de maigrir, de penser très, très, très fort, mais il faudrait peut-être se reposer la question. Bon, bref, donc c'est vital. Hein. Le cerveau sans glucose n'existe pas. Les acides aminés eux-mêmes, indispensables, en particulier des acides aminés comme le tryptophane, qui est essentiel à la synthèse de la sérotonine, sont filtrés de façon très très contrôlée. Donc ça porte non seulement, encore une fois, sur des grosses molécules, mais ça porte aussi sur des petites molécules individuelles comme le glucose et comme les acides aminés. Donc la barrière hémato-encéphalique, c'est vraiment une barrière intelligente. C'est une barrière qui est capable de bloquer grâce à ces jonctions serrées. Et donc là, on est finalement
le sang, le côté vasculaire du mur du capillaire ou de la microcirculation, et puis de ce côté-là, bien entendu, le cerveau, ou en tout cas les espaces sous-arachnoïdiens. Vous avez ici les jonctions serrées qui bloquent ce passage paracellulaire. Vous avez un certain nombre de produits qui peuvent diffuser passivement, en particulier les molécules lipophiles. Bien sûr, intuitivement, elles passent plus facilement à travers les lipides de ces membranes, mais qui peuvent être reprises en compte très très rapidement et réexpédiées à l'extérieur dans la circulation par ces transporteurs qu'on appelle des transporteurs d'efflux. Il y a des molécules qui, bien entendu, sont des substrats spécifiques vitaux pour le cerveau qui sont conduites par des transporteurs d'influx au niveau côté vasculaire et côté cérébral, et c'est ça qui va permettre de filtrer le bon glucose du mauvais glucose, les bons acides aminés des mauvais acides aminés, et ainsi de suite. Et puis on a une très très faible activité de ce qu'on appelle une transcytose, qui est vraiment par rapport à des cellules épithéliales standards qui transloquent très activement et très régulièrement des substances depuis la lumière jusqu'à l'intérieur de l'organisme. Là, c'est très très rigoureusement contrôlé. Donc on est dans une situation, encore une fois, de barrière très structurée, très intelligente, capable de discriminer et capable de faire aboutir côté cérébral ce qui est nécessaire et de retenir de l'autre côté ce qui n'est pas nécessaire, voire ce qui peut être dangereux. Et cette barrière va se rompre dans certaines circonstances, à l'occasion des maladies neurodégénératives, à l'occasion de certaines tumeurs ou de métastases, à l'occasion, bien entendu, d'infections virales ou bactériennes, d'accidents vasculaires cérébraux. Et beaucoup en fait, des symptômes qu'on peut observer à ces occasions-là sont en fait des symptômes d'intoxication, même loco-régionale du cerveau, par l'absence ou la perte, même provisoire, de contrôle de ce trafic à travers cette barrière. Alors, quand on parle de barrière hémato-encéphalique, en fait, on parle de barrière hémato-encéphalique au pluriel. Il y en a deux principales. Une qui est majeure, qui est vraiment stricto sensu la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire celle qu'on a déjà mentionnée au niveau de l'endothélium vasculaire cérébral, tous ces petits vaisseaux-là qui diffusent dans tous les sens. Une barrière arachnoïde dont la fonctionnalité en termes de barrière, pour moi en tout cas, n'est pas si claire que ça. Et puis surtout une troisième barrière sur laquelle je vais revenir rapidement parce qu'on se pose toujours la question dans le transfert des micro-organismes ou dans la translocation des micro-organismes s'ils passent véritablement directement à travers l'endothélium vasculaire ou s'ils passent plutôt par ce qu'on appelle les plexus choroïdes, qui sont des structures différenciées qui permettent la synthèse du liquide céphalorachidien. Alors, donc, deux possibilités de barrières. La barrière vasculaire classique telle que je viens de la définir, et puis on reviendra rapidement sur la barrière éventuelle au niveau des plexus choroïdes. Alors, je vous avais promis les différences structurales entre l'endothélium vasculaire dans la microcirculation cérébrale et l'endothélium vasculaire, disons partout ailleurs dans l'organisme, à quelques exceptions près. Vous voyez que dans l'organisme, habituellement, les capillaires, dans l'intestin par exemple, ou dans le poumon, au niveau des alvéoles, sont très fenestrés, avec, disons, des jonctions cellulaires qui sont relativement relâchées et la capacité finalement d'échange relativement facile dans un sens et dans l'autre d'ailleurs. Par contre, vous voyez, en tout cas le dessin le suggère, que l'endothélium et les cellules endothéliales des capillaires du cerveau sont extrêmement structurées, sans fenêtre ou sans fenestration, avec des jonctions serrées qui sont très tight, comme on dit en anglais, c'est-à-dire extrêmement structurées, et probablement du fait de la présence d'un certain nombre de cellules qu'on appelle soit des péricytes, soit des astrocytes, ces cellules probablement, entre autres, envoient des signaux à l'endothélium pour justement l'induire et maintenir cet état d'imperméabilité qui est finalement vital pour éviter, encore une fois, que tout ce qui est toxique et circule à un moment ou à un autre dans notre organisme ne puisse passer dans le cerveau. Alors, cette barrière, elle peut même se matérialiser. Bon, je montrais tout à l'heure les expériences d'Ehrlich et de ses élèves. On peut réactualiser les expériences d'Ehrlich, par exemple dans cette expérience ici, qui montre en fait le rôle majeur d'un des composants de ces jonctions serrées entre les cellules endothéliales. Il s'agit d'un embryon de souris
ici un embryon de souris normale, et ici un embryon de souris qui est en fait délété ou dont le gène pour Claudine 5, qui est une des molécules très très importantes qui assure la jonction cellulaire serrée. Donc vous voyez que cet embryon est injecté par voie intrapéritonéale par un colorant. Tout ce que vous voyez ici, en fait, c'est le colorant lui-même. Tout le système nerveux est vu en négatif. Ça vous matérialise bien ce qu'avait vu Ehrlich et son école. Par contre, après injection intrapéritonéale chez un embryon déficitaire en l'expression de Claudine 5, donc incapable de faire des jonctions serrées de bonne qualité, vous voyez que l'ensemble de l'espace est envahi par ce colorant. Donc la barrière hémato-encéphalique est rompue constitutionnellement chez cet animal KO pour Claudine 5. Et donc peu à peu, un certain nombre de molécules, y compris grâce à ce type d'approche par destruction de gènes, sont identifiées et permettent de caractériser ce qui, en fait, en particulier la Claudine 5, mais Xavier reviendra là-dessus parce qu'il a des très très jolis résultats récents sur la structuration, sur les récepteurs qui peuvent être impliqués et éventuellement engagés par des micro-organismes qui veulent passer cette barrière. Donc peu à peu, la biologie cellulaire de cette barrière, les claudines, l'occludine, ZO1, la jonction avec le cytosquelette, tout ça c'est une biologie cellulaire qui est en train de prendre forme et qui montre à la fois des éléments communs avec les jonctions serrées classiques, mais aussi des éléments plus particuliers, et en particulier des molécules qui sont éventuellement absentes dans des systèmes épithéliaux différents. Alors, ce n'est pas toujours facile de faire de la pathologie expérimentale, en particulier lorsqu'on veut tester des molécules bien spécifiques. Il n'y a pas toujours les animaux transgéniques ou les animaux knock-out pour le faire. Donc il y a une grosse tendance à l'heure actuelle, par un certain nombre de groupes, à reconstituer un équivalent de barrière hémato-encéphalique in vitro, avec des systèmes de filtres, par exemple, où on fait pousser sur le filtre des cellules endothéliales, en règle générale jusqu'à présent des cellules endothéliales d'origine animale, porcine, murine, et très proche, éventuellement en bas de ce deuxième conteneur ici dans le système, ou éventuellement sur l'autre face du filtre, ces fameuses cellules qui vont éventuellement nourrir, envoyer des signaux à la cellule endothéliale et lui dire de s'organiser de façon très serrée pour devenir imperméable. Et on arrive, les auteurs qui font ça arrivent à générer effectivement, il suffit de mettre une électrode en haut dans le conteneur du haut, une électrode dans le conteneur du bas, mesurer la résistance électrique, alors que des cellules endothéliales standards n'ont pas de résistance électrique parce qu'en fait elles sont perméables. Ces cellules arrivent à monter à des résistances de l'ordre de 1000, 1500, 2000 ohms par centimètre carré, qui montrent à quel point on a obtenu quelque chose de totalement imperméable. Et vous voyez ici éventuellement les cellules gliales par rapport aux cellules endothéliales dans ces différents systèmes. Alors, il y a un groupe que Xavier connaît très bien et que je connais aussi, qui est le groupe de Pierre-Olivier Coureau à l'Institut Cochin, ici à Paris, qui est sans doute un de nos spécialistes en France de la physiologie de la barrière hémato-encéphalique, qui a réussi récemment à immortaliser en fait une lignée de capillaires cérébraux humains, qui s'appelle HCMEC/D3. Vous pouvez oublier ça, mais qui permet finalement de faire plusieurs passages. Ce n'est pas une lignée immortelle, elle permet néanmoins de faire une centaine de passages, ce qui est déjà pas mal, grâce à l'expression de l'antigène T du virus SV40. Et à partir de là, maintenant, dans ces modèles in vitro, en fait, d'essayer de reconstituer un système de barrière hémato-encéphalique expérimental qui va véritablement utiliser des cellules humaines. Donc il y a un certain nombre de progrès tout à fait notoires dans le domaine et je suis ravi de pouvoir mentionner en particulier tout le travail au fil des années qu'a fait l'équipe de Pierre-Olivier. Alors ça, c'était donc les vaisseaux, les micro-vaisseaux, les capillaires dans la pymère. Et puis il y a donc cette deuxième ou cette autre barrière hémato-encéphalique, si on peut dire, ou que j'ai appelée barrière hémato-liquide céphalorachidien,
c'est ce qu'on appelle les plexus choroïdes, qui sont des zones particulières. Elles sont colorisées là, à l'intérieur des ventricules cérébraux, qui sont des zones qui sont chargées de la production permanente de liquide céphalorachidien. Alors ces zones sont un petit peu particulières par la force des choses, parce que pour que le liquide puisse être produit, il faut bien entendu que les vaisseaux soient perméables, sinon il n'y aura pas de transfert de liquide. Donc, dès que vous introduisez une perméabilité vasculaire, vous introduisez une fragilité de la barrière hémato-encéphalique. Donc, ce qui est caractéristique de cette plexus choroïde, c'est qu'en réalité, c'est une double structure. Il y a la structure vasculaire, encore une fois, avec des endothélias plus fenêtrés pour laisser passer, diffuser les liquides et les électrolytes qui vont servir à la synthèse et les sucres qui vont servir à la synthèse du liquide céphalorachidien. Et une barrière, c'est cette fameuse barrière épandymère qui, dans cette région-là, va se différencier dans des cellules très très jolies qui sont les cellules en fait épithéliales productrices de liquide céphalorachidien. Donc, on a ici une zone potentielle aussi de fragilité, parce que vous avez vu que les plexus choroïdes, même si ça représente une toute petite surface par rapport à l'ensemble de cette interface du cerveau avec le reste de l'organisme, ça représente quand même des structures extrêmement tarabiscotées, si je puis dire, et quand on les met à plat, ça doit faire une surface tout à fait considérable. Donc il y a véritablement quelque chose ici à prendre en considération. Donc la question, c'est toujours, et je pense éventuellement on en reparlera dans le séminaire, quand un micro-organisme passe, est-ce qu'il passe plutôt par la barrière capillaire, sous réserve de faire ce qu'il a à faire pour rompre cette imperméabilité, ou est-ce qu'il va plutôt choisir les plexus choroïdiens, où on a l'impression intuitivement que c'est peut-être un petit peu plus fragile? Je pense que c'est extrêmement difficile de se prononcer. En termes, bien sûr, de surface, les opportunités pour engager l'endothélium sont bien plus importantes au niveau de l'ensemble de la microcirculation cérébrale, mais bon, on peut peut-être laisser cette question avec un point d'interrogation. Alors, quand on a décrit un peu l'anatomie, la physiologie, l'histologie de ces systèmes, on reste effectivement avec l'impression de quelque chose d'extrêmement structuré, gardé, imperméable. On a dit même au niveau de petites molécules. Or, disons, la physiologie, mais surtout la pathologie, nous montre que cette barrière peut être passée, et en particulier par des éléments physiologiques comme des cellules. Et on sait que si on a une cellule inflammatoire, et en particulier un contexte inflammatoire de ces capillaires cérébraux, on va avoir l'expression de molécules d'adhésion qui vont permettre, par exemple, à des lymphocytes de venir s'accrocher à ce qu'on appelle des lectines ou des sélectines qui vont leur permettre dans un premier temps de rouler sur la surface endothéliale, puis des intégrines qui vont leur permettre de se lier véritablement à la surface de la cellule endothéliale et éventuellement effectuer leur passage, leur transmigration, la diapédèse à travers ce micro-vaisseau cérébral et aller aboutir, bien entendu, soit dans le liquide céphalorachidien, soit plutôt éventuellement dans le tissu cérébral, puisqu'il y aura là encore des molécules et de la matrice pour que la cellule puisse accrocher et progresser. Donc des situations, par exemple, comme la sclérose en plaques, montrent que lorsqu'un individu, en particulier là, dans un modèle expérimental de souris immunisée avec un antigène de myéline qui permet d'induire la réaction immunitaire qui va faire que la souris va développer des cellules T qui vont devenir toxiques pour son système nerveux. On sait que lorsque ces animaux sont immunisés, à un moment ou à un autre, ces cellules qui sont éventuellement dans un état pro-inflammatoire du fait de la reconnaissance et de la survenue de cet antigène vont être capables de venir faire cette diapédèse, migrer à travers le vaisseau et coloniser le cerveau et en l'occurrence détruire les neurones. Donc si des cellules peuvent le faire, des microbes peuvent le faire. Bien sûr, ils peuvent le faire par l'intermédiaire de cellules. S'ils les parasitent, on a parlé de mycobactéries, de listeria, sous réserve de confirmation, mais peut-être peuvent-ils le faire aussi de par eux-mêmes parce qu'ils expriment à leur surface des molécules qui permettent d'adhérer à l'endothélium vasculaire, de rompre la perméabilité de l'endothélium vasculaire, de détruire localement l'endothélium vasculaire et de passer. Donc c'est toute cette thématique-là qui correspond finalement à cette notion de passage de la barrière hémato-encéphalique
et que j'ai résumé de façon un petit peu simpliste ici, on peut imaginer que les bactéries puissent faire, je parle de bactéries ici, leur chemin à travers les jonctions cellulaires, donc passer par voie paracellulaire. On peut imaginer qu'elles puissent se faire endocytées, phagocytées par les cellules endothéliales qui ont un certain degré de capacité phagocytaire, en tout cas pas celle du cerveau, mais la bactérie, si elle a les moyens moléculaires de le faire, pour les inciter à faire ça, et à traverser, par ce qu'on appelle une transcytose, cette barrière, pour aller encore une fois du sang au liquide céphalorachidien ou au cerveau, et puis encore une fois la possibilité qu'on soit dans une situation de passage paracellulaire que j'ai appelé assisté, entre guillemets, c'est-à-dire que la bactérie soit en fait transportée par une cellule et véhiculée dans les espaces sous-arachnoïdiens. Donc on a plusieurs options, plusieurs possibilités, et juste très rapidement, parce que ça sera développé dans le séminaire, le méningocoque, par exemple, a sans doute cette capacité d'engager la surface de l'endothélium vasculaire, encore une fois au niveau des capillaires, de la microcirculation classique, mais sans doute aussi peut-être au niveau des plexus choroïdes, on en dira un mot, et d'assurer de façon peut-être active, par une signalisation très particulière, la possibilité d'une translocation. Et la question étant de savoir si tous les méningocoques sont capables de faire ça ou s'il existe des clones spécifiques, particulièrement invasifs. Enfin, tout ça sont des notions sur lesquelles Xavier reviendra. Mais juste à l'occasion du méningocoque, peut-être quelque chose qui n'est pas toujours évoqué aussi clairement, qui est la notion que non seulement la bactérie puisse jouer avec des systèmes extrêmement sophistiqués de la biologie cellulaire de ces cellules au niveau des jonctions, au niveau du cytosquelette, éventuellement de la transcytose, mais que tout simplement, parfois, ces bactéries puissent tuer les cellules de l'endothélium vasculaire et finalement faire des solutions de continuité qui vont permettre à un endroit de passer cette barrière. Alors, quand on voit cette forme clinique dramatique de la méningite à méningocoque qui s'appelle le purpura fulminans, ici, ce sont ces petites lésions de purpura qui, chez un enfant en particulier, un adolescent fébrile, doivent faire envisager ce diagnostic qui est peut-être la plus grande urgence médicale qui existe, car on peut voir un gosse ou un ado en bonne santé mourir en 2 heures ou 3 heures de choc septique. Quand on voit la nature de ces lésions périphériques au niveau de l'endothélium vasculaire, on imagine que des lésions similaires puissent éventuellement intervenir au niveau de la barrière hémato-encéphalique et que la bactérie finalement passe son chemin de façon extrêmement brutale par destruction cellulaire. Il y a un papier récent du groupe de Matthias Frosch en Allemagne qui montre dans un modèle in vitro, ce n'est pas validé in vivo autant que je sache parce que c'est difficile, que le méningocoque est capable d'activer une métalloprotéase matricielle qui fait partie en fait de l'environnement cellulaire même in vitro, qui s'appelle MMP8, qui a la capacité en fait d'hydrolyser, de détruire un élément de la jonction cellulaire qui s'appelle l'occludine et donc de disloquer finalement localement ou même un peu à distance en fait l'imperméabilité de ces cellules. Donc des mécanismes probablement extrêmement sophistiqués permettant à un moment ou à un autre de rompre cette barrière, et Xavier reviendra. La seule chose que je voulais dire, je cite là un travail d'ailleurs d'un de ses collaborateurs ou ex-collaborateurs, ex-collaborateur de chez moi aussi, puisqu'il a fait sa thèse dans mon labo il y a quelques années, qui est Guillaume Duménil, qui est parti d'observations montrant qu'en fait le méningocoque s'accumulait sous forme de petits agrégats multibactériens dans les capillaires sanguins du cerveau. Et là, c'est vraiment une coupe sur un enfant qui était décédé, je crois, de méningite suraiguë. Et de montrer, en fait, c'est ce qui est résumé dans ces expériences, qu'il y a une vraie problématique de facilitation de cette adhésion des micro-organismes à l'endothélium vasculaire et donc de facilitation de leur passage de la barrière hémato-encéphalique du fait de la lenteur du flux sanguin dans ces érythrocytes. Et ce qu'ils ont montré là aussi par une très belle analyse par microscopie à 2 photons sur la surface de cerveau chez la souris, c'est qu'il y avait véritablement des ruptures de vitesse de flux et qu'à certains moments,
le flux s'arrête, la pression diminue considérablement, et ce sont les périodes sans doute auxquelles les micro-organismes vont pouvoir s'accumuler à un endroit donné, développer une microcolonie et ensuite procéder. Donc je vous montre ça parce qu'il y a dans nos systèmes et dans nos approches maintenant de la compréhension de la physiopathologie des infections, il y a une vraie intégration multidisciplinaire d'approches aussi qui font appel à la physique. Et là, on voit combien l'optique et combien l'approche physique, où on peut jouer sur les variations de pression, de flux dans un milieu, permettent de commencer à faire le lien entre les processus d'adhésion et les processus de colonisation et d'invasion. Donc il y a une vraie école là qui se développe autour des travaux que Xavier a initiés il y a quelques années, qui commencent véritablement, pour parler vulgairement, à payer, pour montrer, pour comprendre vraiment le phénomène, et c'est ça dont il vous parlera de translocation. Alors, pour aller un petit peu plus vite et terminer, je voulais simplement parler de pneumocoques, plus pour soulever d'ailleurs des problèmes en termes de connaissances physiopathologiques. Enfin, je veux dire, tout ce qui s'est accumulé ces dernières années dans la compréhension extrêmement fine, moléculaire, cellulaire de la translocation du méningocoque est certainement encore loin du compte pour la compréhension de méningite à pneumocoque, avec néanmoins une vraie nécessité de compréhension dans la mesure où, comme je vous l'ai dit, ces méningites sont souvent dramatiques, et dramatiques parce qu'elles, peut-être plus que d'autres, elles induisent localement un état d'hyperinflammation, y compris au niveau du tissu nerveux lui-même. Finalement, cet état d'hyperinflammation va causer des zones de nécrose du cortex superficiel qui sont médiées par l'anoxie, les vaisseaux. Je vous ai parlé dans les reins, mais on a la même chose dans le vaisseau. Les vaisseaux se thrombosent et donc il y a des zones localement qui deviennent anoxiques. La libération dans la foulée de radicaux oxygènes. L'apoptose des neurones de l'hippocampe qui est observée et qui est finalement une des causes dominantes de ce qu'on observe comme déficit. Vous savez que les problèmes de la méningite à pneumocoque chez l'enfant, auquel le cerveau est encore en développement, peuvent être très très sévères avec des troubles cognitifs, des troubles de l'apprentissage, et on commence à avoir un vrai mapping, si je puis dire, ou cartographie des lésions causées par le pneumocoque et de les relier à ces complications secondaires. Un autre cible est l'oreille, la cochlée en particulier. On ne sait pas très bien la raison de ce tropisme et le nerf optique avec des surdités. Donc la méningite à pneumocoque a cette capacité de générer des lésions cérébrales, donc une méningoencéphalite en fait, avec des troubles très très particuliers et éventuellement dramatiques parce que impossible de restituer ultérieurement. Alors, ce qui n'est pas du tout clair par rapport, encore une fois, à ce qui vous sera montré dans le méningocoque, c'est le rapport, finalement, facteur de virulence réel, prouvé éventuellement dans d'autres modèles d'infection pulmonaire ou putatif, et la capacité de passer la barrière hémato-encéphalique et d'aller causer ces lésions dans le cerveau. Alors, la capsule fait peu de doute, en tout cas pour les éléments que j'ai mentionnés au début, probablement pas pour le passage de la barrière. Les souches de streptocoque produisent une hémolysine cholestérol dépendante qui s'appelle la pneumolysine, dont on imagine intuitivement qu'elle a un rôle dans l'altération, par exemple, de l'endothélium capillaire, mais ce n'est pas véritablement clairement prouvé jusqu'à présent. L'autolysine, des enzymes qui permettent la libération massive de peptidoglycanes, donc l'induction d'un processus inflammatoire, des protéines de surface qui sont des récepteurs à la choline, mais qui semblent plus en fait augmenter encore la capacité antiphagocytaire de la capsule, mais pas véritablement de faciliter le transport. En fait, ce qui est difficile dans les infections à pneumocoque, et c'est un phénomène qu'on retrouve en fait globalement dans l'étude des méningites, en particulier bactériennes ou des méningoencéphalites bactériennes, c'est le manque de modèles expérimental animal qui reproduisent vraiment de façon extrêmement précise l'infection par ces microbes qui sont essentiellement des microbes spécifiques de l'espèce humaine. Le méningocoque, le pneumocoque, Haemophilus influenzae, tout ça c'est de la pathologie exclusivement humaine. Et donc les modèles animaux ont tous leurs limites.
Et ils ont d'autant plus leurs limites que les scientifiques, comme d'habitude, ont été extrêmement créatifs et ont multiplié le type d'animaux utilisés, les voies d'inoculation. Alors certains inoculent, comme chez le lapin par exemple, directement dans les ventricules cérébraux. Enfin là, c'est sûr que ce n'est pas très difficile de créer une méningite, puisqu'on passe artificiellement la barrière hémato-encéphalique. D'autres injectent effectivement par voie systémique, mais introduisent des mucines, des substances toxiques dans les ventricules cérébraux pour les sensibiliser. Donc on est dans une situation où il est un peu difficile finalement de faire la preuve, et je pense qu'il y a vraiment un moment où il faut revenir au modèle cellulaire et éventuellement, comme je vous l'ai montré sur une des diapositives, mais ça sera repris, essayer de mieux comprendre ce qui se passe véritablement chez l'hôte humain infecté. Alors, pour Streptococcus pneumoniae, on y reviendra quand je vous parlerai des pneumonies et du passage de la barrière respiratoire. C'est d'autant plus compliqué qu'on est en présence d'une diversité génomique absolument extraordinaire. On commence à avoir maintenant des dizaines de génomes de Streptococcus pneumoniae qui sont séquencés. Et l'idée un petit peu naïve initiale était de se dire on va trouver finalement dans les différences qu'on va observer entre ces génomes la présence ou l'absence de gènes qui vont rendre compte du fait qu'un clone particulier est plus pathogène et plus, disons, méningitogène ou encéphalotogène. En fait, pour l'instant, ces choses-là ne sont pas claires du tout parce que lorsqu'on compare l'ensemble des génomes qui ont été séquencés jusqu'à présent, encore une fois, il y en a beaucoup, on varie de souches qui ont entre environ 2300 et 2200 gènes, donc la taille des génomes est relativement contrainte. Mais par contre, si on regarde les gènes communs à l'ensemble de ces génomes, on n'en trouve que 1400 ou 1500. C'est-à-dire qu'on a un corps ou un cœur commun de gènes à toutes les souches, et puis on a d'une souche à l'autre des variations absolument extraordinaires, une diversité qui est liée en grande partie au fait que le pneumocoque est ce qu'on appelle compétent, c'est-à-dire est capable de récupérer de l'ADN, des gènes d'autres souches, en particulier d'autres streptocoques qu'il va rencontrer à l'occasion de cohabitation dans les voies aériennes supérieures, par exemple. Donc il y a un niveau de complexité là qui n'est même pas résolu par ce qu'on appelle maintenant la biologie de système, qui permet très 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 difficilement d'aller assigner des gènes à une capacité pathogène particulière. Donc même ce que je vous disais sur la nécessité de revenir à l'homme infecté, à essayer de mieux comprendre ce qui se passe, et reste quand même relativement compliqué. Alors il y a un très bel exemple récent qui vient en fait du groupe de Claire Poyard à Cochin, l'hôpital Cochin, qui travaille en collaboration avec un certain nombre de personnes, y compris le groupe de Patrick Trieuclos à l'Institut Pasteur, sur Streptococcus B, qui est, vous en rappelez, un des germes importants causant la méningite néonatale avec les coliques A1 et avec l'Listeria monocytogenes. Et ce que ces auteurs ont montré et publié très très récemment, puisque vous voyez le papier date de 2010, c'est qu'une souche de Streptococcus agalactiae, il y en a beaucoup qu'on retrouve, c'est une souche, enfin Streptococcus B, c'est un commensal habituel du tube digestif en particulier, mais il existe un certain nombre de clones hyper virulents et curieusement, ce sont des clones qui donnent des processus infectieux non pas immédiatement périnataux ou néonataux, mais un petit peu retardés dans la semaine ou dans les 2 semaines qui suivent la naissance. Et on pense que ces clones en fait, se développent dans l'intestin. En fait, ils sont acquis de la mère au moment de l'accouchement et déglutis par le nouveau-né, vont se développer dans l'intestin, vont passer la barrière épithéliale intestinale, vont se disséminer parce que le système immunitaire de l'enfant est encore très immature, et vont éventuellement être capables de traverser la barrière hémato-encéphalique. Mais tous ces GBS ou Strepto B ne font pas ça. Donc, pour une fois, il y a peut-être là la possibilité de trouver une trace clonale d'un micro-organisme qui va être plus méchant que les autres et éventuellement donc méningitogène. Donc ils ont capitalisé sur cette observation qui est initialement une observation essentiellement épidémiologique et microbiologique. Et en fait, ce qu'ils ont montré chez un enfant qui est décédé de cette forme tardive de méningite périnatale, c'est que les micro-organismes, effectivement, se retrouvaient de façon tout à fait systématique associés aux capillaires
cérébraux ou à la microcirculation cérébrale, après avoir été retrouvés d'ailleurs dans la lamina propria intestinale. Et donc, l'ensemble des coupes histologiques montrent que le micro-organisme est présent dans ces vaisseaux, mais aussi dans la zone des plexus choroïdes. Donc, la réponse à la question que je posais tout à l'heure, est-ce que c'est plutôt dans la microcirculation classique ou plutôt dans les plexus choroïdes? On a l'impression que certains micro-organismes ne sont pas très regardants et sont capables d'utiliser ces deux sites probablement pour envahir le système nerveux central. Et ces auteurs ont réussi à mettre en place un modèle murin d'infection avec des outils maintenant qui permettent de façon plus précise qu'avant de suivre, de traquer un micro-organisme dans un animal infecté, qui est ce qu'on appelle la bioluminescence, c'est-à-dire qu'on fait exprimer par le micro-organisme une enzyme qui s'appelle la luciférase. On inocule, on inonde l'animal avec le substrat de cette luciférase, qui est une molécule qui s'appelle la luciférine, et l'hydrolyse de la luciférine entraîne la libération d'une bioluminescence qu'on peut enregistrer avec un bioluminomètre. Et vous voyez ici que la souche sauvage est capable d'envahir très très rapidement les espaces sous-arachnoïdiens et probablement aussi le tissu cérébral, alors que ce mutant dans cette adésine qui s'appelle HVG-A pour haute capacité d'adhésion et de colonisation, ce mutant, qui est d'ailleurs incapable de traverser la barrière intestinale, est aussi incapable de traverser la barrière hémato-encéphalique. Donc la démonstration génétique, dans un modèle expérimental qui a l'air relativement adapté, d'un vrai processus de liaison dû à l'expression d'une adésine. Je vous ai déjà parlé d'adésine dans d'autres circonstances au système endothélial. Alors, quelques diapositives pour parler un peu de virus. Et je dirais que paradoxalement, même si les virus sont des organismes un peu plus simples, c'est le moins qu'on puisse dire que les bactéries, les connaissances sur les voies d'accès des virus au système nerveux central, surtout là où j'ai essayé de mettre la barre, c'est-à-dire de la compréhension moléculaire et cellulaire des phénomènes, les connaissances restent quand même relativement limitées. Alors on sait que beaucoup de virus peuvent disséminer, passer la barrière hémato-encéphalique après dissémination hématogène. C'est le cas des herpès-virus, on en a parlé, du cytomégalovirus, enfin des herpès-virus en général, des poliovirus, Coxsackie, ECO, le VIH, le virus de la chorioméningite lymphocytaire, les arbovirus, on en redira rapidement un mot, la rougeole, les oreillons. Et puis, je vous ai dit tout de suite, dès le début, que certains progressaient par voie nerveuse. C'est le cas de HSV1, le virus varicelle zonar, qui est un autre herpès-virus proche, et bien entendu, le virus aneurotropisme depuis éventuellement la périphérie, à partir d'une morsure d'animal, qui est le virus de la rage. Donc, on commence à voir des stratégies virales développées au niveau moléculaire et cellulaire qui semblent faire du sens pour expliquer que les virus puissent passer la barrière hémato-encéphalique. Et là, on parle essentiellement de cette barrière de l'endothélium, de la microcirculation. Alors, ce qui n'est pas toujours très clair, c'est est-ce que tout ça sont finalement des constructions un peu intellectuelles reposant essentiellement sur des modèles cellulaires in vitro? On peut faire pas mal de choses à un micro-organisme in vitro, croyez-moi. Ou bien est-ce que dans la réalité, en fait, comme le virus est par définition un parasite intracellulaire obligatoire, sinon il est incapable de se repliquer, est-ce que finalement la plupart des virus ne passent pas de façon assistée à l'intérieur de cellules, monocytes, lymphocytes pour le VIH par exemple, ces cellules étant un peu modifiées du fait de la présence de ce virus à l'intérieur et exprimant des molécules qui vont faciliter finalement l'adhésion et la reconnaissance lorsqu'elles passent dans les capillaires cérébraux. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont encore souvent en question, mais on commence à avoir des évidences d'une certaine possibilité de toxicité, par exemple pour les jonctions cellulaires de la GP120, qui est la glycoprotéine de surface du VIH. Et puis, on va y revenir rapidement, ce sera les 2-3 dernières diapositives, une vraie problématique qui était peu considérée jusqu'à présent d'ouverture de la barrière par la réponse inflammatoire globale à une infection. Je vais revenir tout de suite là-dessus pour terminer. Alors,
Il commence progressivement à y avoir une vraie approche très définie de l'interaction de ces virus avec la barrière hémato-encéphalique, de façon à savoir s'ils sont capables de passer par eux-mêmes la barrière hémato-encéphalique. L'exemple, disons, le plus récent, c'est le travail de Thérèse Couder dans le groupe de Marc Lecuy à l'Institut Pasteur, qui montre que le virus chikungunya, on en a déjà parlé, du chikungunya, qui est un arbovirus, un alphavirus qui a réémergé récemment, en particulier dans toutes les régions de l'océan Indien. En fait, ce que ces auteurs ont essayé de faire, c'est un modèle animal, en particulier un modèle murin qui soit permissif à l'infection de ce virus, qui sinon est un virus qui manifestement est essentiellement spécifique de l'homme. Et en utilisant une souris qui est déficiente dans le récepteur à l'interféron alpha, pas très étonnant, lorsque vous supprimez la capacité de reconnaître les interférons de type 1, vous sensibilisez considérablement votre animal à l'infection par les virus en général. Ça a néanmoins permis aux auteurs de faire passer le modèle murin d'un modèle quasiment pas permissif à un modèle, surtout lorsque la mutation est homozygote, à un modèle complètement permissif et qui permet aussi à l'animal de développer une méningoencéphalite. Et grâce à ça, ils ont pu montrer essentiellement que le virus chikungunya, c'est ce qui est écrit ici sur la diapositive, en fait accède au système nerveux central en traversant la barrière hémato-encéphalique au niveau des plexus choroïdes. Et c'est ce que vous devriez voir malheureusement pas tellement si ces diapositives montraient un petit peu plus les différences de couleurs. Par contre, les méninges et les vaisseaux associés aux méninges, c'est-à-dire toute cette microcirculation classique, ne sont pas affectés par le virus. Donc une espèce de tropisme, et sans doute un premier cas de tropisme clair pour les plexus choroïdes, mais en sachant encore une fois qu'on est dans un système un petit peu trafiqué, si l'on peut dire, au sens où les cellules ne produisent pas d'interférons de type 1, et bien entendu, on est dans une condition extrêmement permissive, mais qui néanmoins permet de voir des choses qu'on ne verrait pas dans des conditions normales. L'autre point que j'ai mentionné très très rapidement, c'est que des travaux relativement récents ont montré que la glycoprotéine 120, qui est vraiment la glycoprotéine de surface du VIH, qui émerge de l'enveloppe virale, augmentait en fait la migration des monocytes à travers la barrière hémato-encéphalique. Donc une possibilité, si on veut essayer de modéliser un petit peu, en tout cas intellectuellement les choses, c'est que les virus, on le sait, libèrent en fait de cette GP120, que cette GP120 aille s'associer, comme c'est montré ici sur des modèles de culture cellulaire, à des cellules endothéliales, que la toxicité de cette GP120 qui passe par une activation d'un certain nombre de protéines kinases rompent les jonctions cellulaires et permettent en fait aux monocytes ou aux lymphocytes infectés par le VIH de passer la barrière hémato-encéphalique et d'aller donner lieu à l'encéphalite virale. Donc ça, ce sont des modèles qui sont très séduisants, mais qui malheureusement pour l'instant ne peuvent pas aller beaucoup plus loin que la modélisation in vitro, dans la mesure où, comme je vous l'ai déjà dit pour le cours sur la barrière d'espèces, on n'a pas encore réussi à faire un modèle de souris qui reproduise l'intégralité de la maladie SIDA, et en particulier les états encéphalitiques, qui restent, malgré la thérapeutique, un des problèmes majeurs du sida, dans la mesure où le système nerveux central semble être un des derniers sanctuaires où le virus peut se cacher et éventuellement repartir ultérieurement. Alors le dernier point qui finalement a été soulevé, j'ai essayé de faire un peu de la littérature et de voir jusqu'où on pouvait remonter. Peut-être on peut remonter encore plus antérieurement, mais en 1991, des auteurs ont montré en fait que sur un modèle d'infection de souris par le virus de la dengue de type 2, le virus de la dengue de type 2 qui est un virus, un flavivirus, en fait donne lieu à un vrai cycle infectieux chez la souris avec éventuellement un passage de la barrière hémato-encéphalique. Et ce que ces auteurs avaient montré, en fait, c'est que l'infection par le virus était corrélée très très rapidement à une rupture de la barrière hémato-encéphalique en lisant le passage de chrome 51 à travers cette barrière, et avait montré en fait que c'était lié à la production dans l'organisme
de ce qu'ils avaient appelé un cytotoxicity factor. Et par exemple, quand ils enlevaient la rate de l'animal, ils perdaient cette capacité de l'animal, au cours de cette infection, à rompre la barrière hémato-encéphalique. Donc est née un peu de ce genre d'expérience l'idée que lors d'une infection virale, le virus se développait dans un site primaire, se repliquait, atteignait une certaine masse, engageait une réponse cytotoxique qui en fait va se révéler, je prends des papiers de 1991 comme si c'était des papiers du 19e siècle, mais il y a pas mal de choses qui ont bougé depuis lors. Il va finalement s'avérer que ces facteurs cytotoxiques sont en fait des cytokines produites par les organes lymphoïdes lors de l'infection primaire par le virus, et que la diffusion massive de ces cytokines dans la circulation va jouer sur la rupture de la barrière hémato-encéphalique. Et ce travail a été confirmé avec un autre virus plus tardivement, en 2004 ou 2005, par le groupe de Richard Flavell aux États-Unis, qui a montré que le virus West Nile, qui est un virus tout à fait préoccupant, qui a recouvert l'ensemble des territoires américains en quelques années, là, depuis 10 ans, qu'en fait ce virus se repliquait dans les organes lymphoïdes, et en particulier, encore une fois, dans la rate, et induisait via TLR3, on retrouve TLR3 encore, ce toll qui sent les acides nucléiques viraux, induisait une réaction inflammatoire massive, et probablement expliquait avant même l'arrivée du virus un certain nombre de troubles neurologiques du fait de la perte de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique. Mais en tout cas, cet événement en fait, permettait l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique et le passage du virus et la mise en place de l'encéphalite. Et par une série de très jolies expériences, ils ont pu montrer dans ce papier de Nature Medicine en fait, que les animaux, les souris TOL3, knockout, ne développaient pas d'inflammation, ou très peu, et ne développaient pas de rupture de la barrière hémato-encéphalique. Et ils ont pu même identifier le tumor necrosis factor comme étant un des éléments essentiels. Vous voyez par exemple quand on utilise un colorant, ici le bleu Evans, injecté sur un animal wild type avec une infection, sans infection, avec une infection par le virus West Nile, le cerveau devient tout bleu parce que la barrière hémato-encéphalique est très rapidement rompue. Par contre, si on s'adresse à un animal knockout pour le gène de TOL3, vous voyez que ça vient beaucoup plus tard et de façon beaucoup plus faible. Donc, manifestement, cette réaction inflammatoire systémique causée par le développement primaire du virus va rompre la barrière et préparer le terrain pour le passage viral. Et il semble donc que tout ça commence à prendre de l'ampleur dans la compréhension de ces mécanismes de rupture. Et je vous rappelle simplement pour terminer ce que j'avais montré il y a quelques semaines concernant la rupture de la barrière intestinale cette fois-ci, et en particulier le fait que des molécules comme le tumor necrosis factor ou l'interféron gamma, qui sont des éléments qui sont produits au cours d'une infection grave, en fait sont capables de réguler la structure des jonctions cellulaires et éventuellement par des événements de phosphorylation, déphosphorylation, de véritablement rompre la jonction et de permettre éventuellement sa dislocation, comme vous le voyez ici, avec tous ces éléments d'occludine, par exemple, qui, au lieu d'être localisés au niveau des jonctions cellulaires, se retrouvent diffus dans le cytoplasme cellulaire. Donc on commence à avoir une vraie physiopathologie de la relation entre réponse inflammatoire systémique et rupture de la barrière hémato-encéphalique qui explique sans doute certains événements de passage de virus.